Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette pensée, tout d'un coup, pour sortir de votre propre zone de confort? Oui, alors c'est un chapitre peut-être le plus, difficile et le plus important pour moi dans ce livre qui est sur la plainte, qui s'appelle «Porter plainte?» point d'interrogation, parce que j'essaye dans ce livre d'aller au bout de toutes les problèmes sur la question de la pénalité et c'est un chapitre où je me pose la question, qui est une question qui n'est pas simple et je ne dis pas que j'ai une réponse pour tout le monde et l'abolitionnisme est aussi une forme de pluralisme et d'attention à la pluralité des vécus des victimes et qui ne pense pas qu'il faut tout régler de la même manière comme le croit l'État pénal. Qui se pose la question, est-ce qu'il faut porter plainte quand on a été victime d'une agression, par exemple d'une agression sexuelle ou d'un viol? Est-ce qu'il faut conseiller à un ami d'aller porter plainte? Qui est une question qui anime beaucoup de gens aujourd'hui et qui est une question énorme, massive. Et donc j'essaie d'y réfléchir le plus profondément possible. Il se trouve que moi, dans ma vie, c'était bien avant d'avoir réfléchi à ces questions et j'étais, comme beaucoup de gens ici, bien sûr, né dans des états qui sont des états pénaux, incorporant des réflexes et les réflexes les plus institués dans nos États, c'est que quand quelqu'un vient vous voir après une agression sexuelle ou un viol, ou que vous êtes témoin d'une agression sexuelle ou d'un viol, c'est appeler la police. On le dit toujours, appeler la police quand des gens se battent dans un bar, bon, ou de conseiller à quelqu'un d'aller porter plainte après une agression. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, qui était avant d'y avoir réfléchi. Ayant vu de manière, comment dire, pratique, que ce qu'on appelle le système pénal est un système de torture institué pour les victimes, à travers les systèmes de la confrontation, de l'expertise, de la mise en question, de la convocation, de la défense, etc. Toutes ces choses-là étant nécessaires dans un État pénal, et il est inscrit dans un État pénal qu'il doit y avoir de la défense, qu'il doit y avoir des expertises, qu'on ne doit pas croire des gens sur parole parce qu'on expose des gens à de la répression pénale. Donc je ne dis pas en disant ça qu'il faut défaire les acquis de la procédure pénale. Je dis que dans le système pénal tel qu'il existe aujourd'hui et dans le système judiciaire tel qu'il existe aujourd'hui, le fait d'avoir été victime d'un viol et d'aller dans l'espace pénal est beaucoup plus quelque chose qui va renforcer la souffrance, qui va entretenir la blessure, qui va prolonger le traumatisme, qui va prolonger le statut d'objet du désir de l'autre dans le viol, à l'objet de la désir d'un juge ou d'une procédure dans la procédure pénale, etc. Et qu'en fait, il y a quelque chose dans le système pénal qui n'est pas en rupture avec le viol, mais qui est une continuation de l'agression sexuelle et un entretien de la blessure. Je pense que ce qu'on peut considérer comme quelque chose dans la pénalité qui fait souffrir les victimes inutilement et qui maintient la blessure vivante n'est pas corrigible. Je pense que c'est inscrit dans le phénomène pénal et dans l'idée même de justice pénale qu'il y a quelque chose qui ne peut faire qu'entretenir la blessure et entretenir la souffrance. D'ailleurs, beaucoup de victimes de viol témoignent du fait qu'elles ont plus souffert de la procédure pénale que de l'agression sexuelle en tant que telle, et vous entendez très souvent des victimes dire, après un procès, maintenant je vais pouvoir commencer à me reconstruire, maintenant je vais pouvoir commencer à faire mon deuil quand il y a eu un meurtre, ce qui fait qu'elle ratifie l'idée que la procédure pénale les a empêchés de le faire, et a maintenu vivante la blessure. Il y a quelque chose, je dis deux choses, c'est important. La première chose, c'est qu'il y a, dans la blessure et dans le viol ou dans l'agression sexuelle, vous êtes fait objet. Quelqu'un fait intrusion dans votre vie et vous construit comme un objet. Le problème, c'est que quand vous poussez la porte d'un commissariat, vous rompez pas avec votre statut d'objet, vous le continuez en devenant objet de la procédure pénale. Tout d'un coup, votre parole devient utilisée par les magistrats, inspectée par des policiers, inspectée par des experts, inspectée par des médecins, etc. Et donc, votre statut d'objet est prolongé, continue, est maintenu par le système pénal, ce qui fait que d'objet de l'agression sexuelle, vous devenez objet de la procédure pénale, et donc ça prolonge le traumatisme, ça prolonge la douleur, etc. Et donc il y a quelque chose dans l'incitation qu'on fait parfois aux gens à porter plainte aujourd'hui, qui est de dire t'es un objet, quoi. On va pouvoir se servir de ta souffrance pour mener des luttes politiques ou pour mener des actions répressives, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut que faire du mal. Et puis d'autre part, il y a quelque chose de très important, c'est que très souvent, quand des gens viennent vous voir après une agression, ils peuvent exprimer le désir d'être reconnus comme victimes. On dit c'est important d'être reconnu comme victime, d'avoir un juge qui reconnaît qu'il y a eu agression, qu'il y a eu viol, etc. L'une des questions que je pose dans mon livre, c'est de dire
la reconnaissance, c'est pas la reconnaissance étatique. C'est pas forcément de la part de l'État qu'il faut attendre une reconnaissance. Vous pouvez très bien attendre cette reconnaissance de vos amis, des gens en qui vous avez confiance, des gens qui vous croient. Pourquoi est-ce que quand vous le dites aux personnes qui comptent pour vous, vous auriez en plus besoin qu'un juge le dise en plus? Et il y a quelque chose dans le système de la plainte et dans l'idée de reconnaissance comme reconnaissance publique, comme reconnaissance par les autorités judiciaires, qui se fonde un peu sur une forme de destruction de notre autosuffisance comme sujet, où quand nous disons quelque chose, c'est comme si nous ne le disions pas si l'État ne dit pas que nous l'avons dit, que nous avions raison de le dire. Et donc nous maintenons une forme d'hétéronomie. Nous faisons comme si c'était quelqu'un d'autre qui devait nous donner la reconnaissance. Mais quand nous faisons ça, le risque, c'est qu'il ne le fasse pas. C'est ce que j'appelle l'effet en retour de la plainte. Parce qu'il est très fréquent que les juges disent non, disent je ne te crois pas, disent il y a relax, il y a non-lieu, il y a acquittement, etc. Et donc à ce moment-là, ça se retourne totalement contre vous et vous vous retrouvez dans une situation où la reconnaissance que vous cherchiez, elle vous est refusée. Et donc vous basculez dans une forme d'angoisse, de tristesse, de mutilation à nouveau. Alors que si vous vous dites j'ai été victime d'une agression. Une agression, c'est une intrusion. C'est quelqu'un d'autre qui fait irruption dans votre corps ou irruption dans votre territoire du moi. C'est une situation d'hétéronomie. En fait, la procédure pénale, elle va reproduire cette hétéronomie. Hétéronomie par rapport à la police, hétéronomie par rapport au juge, hétéronomie par rapport à la procédure. Et donc, ça maintient la structure de l'agression. Alors qu'il faudrait beaucoup plus opposer à l'hétéronomie de la plainte la reconquête de l'autonomie. Donc, des psychologues, des lieux privés de prise en charge, des amis, des cercles de reconnaissance proches, etc., qui en fait nous reconstitueraient une forme d'autonomie de soi et qui nous permettrait de mettre la blessure à distance et à mon avis d'aller beaucoup plus vite, beaucoup mieux.